Je suis amoureuse dès la première rencontre. C'est féerique, il est super beau. Il dégage un charisme assez exceptionnel. Et puis un jour, je me rends compte qu'il m'a menti sur toute ta vie. En fait, ça a été un cauchemar. Il a commencé à être agressif, à me regarder méchamment. Et là, je me pose la question, qui j'ai en face? C'est qui l'homme avec qui j'ai vécu pendant 9 ans? Je m'appelle Aurélie et je viens de découvrir que j'ai passé 9 ans de ma vie avec un sociopathe. Je découvre les applis, c'est juste génial, il y a plein d'hommes. J'ai 33 ans, j'attends l'homme de ma vie pour être heureuse. Et un jour, je tombe sur le profil Tinder de Julien. Alors Julien, il est super beau, donc je match avec lui et je commence à discuter avec lui. On est tout de suite hyper proches, très fusionnels. De toute façon, c'est clair, on s'envoie à peu près 150 messages par jour. On s'appelle très vite, on a envie de s'entendre. Sa voix, elle est juste magnifique. Au bout d'une semaine de discussion, donc, il est obligé de me dire que son prénom, c'est pas Julien, mais c'est Ben. Il travaille pour des grosses fortunes et donc il veut pas, normalement il n'a même pas le droit d'être sur ces applications de rencontres. Donc ça me paraît étrange, mais je me dis même que j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Au bout de 15 jours, je suis presque amoureuse de lui sans l'avoir vu. Ce premier date, ça a été le rêve. En fait, il me dit Aurélie, je te fais venir un chauffeur, il va venir chez toi, c'est mon chauffeur privé. Il va venir te chercher et il va t'emmener jusqu'à moi, je te dis pas où. Donc je vois la belle voiture, le chauffeur, et j'arrive place Dauphine où il m'attend dans un très très grand restaurant. Quand j'arrive, je le sens derrière moi, je me retourne et là, gros coup de foudre, il dégage un charisme assez exceptionnel. J'entends une personne de loin qui dit « mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux ». Enfin, j'ai vraiment l'impression que toute l'attention est tournée vers nous. Je le regarde, j'arrive même plus à parler en fait. Et donc il me propose d'aller au resto. Alors c'est un restaurant de caviar, donc forcément, moi j'avais jamais mangé de caviar. Au fur et à mesure des discussions, j'apprends déjà qu'il n'a pas de relation proche avec sa famille puisque ses parents étaient maltraitants. J'apprends aussi qu'il travaille donc, pour une entreprise luxembourgeoise, qu'il est juriste fiscaliste, qu'il a 10 ans d'études. Après ce restaurant, on se promène. On va dans Paris de manière très romantique. Il m'emmène sur le Pont-Neuf et puis là, il m'embrasse, quoi. Donc c'est féerique. Je suis totalement tombée amoureuse. Dès le lendemain, on se revoit et là, on concrétise en fait notre relation en se voyant plus souvent, en sortant. Il m'emmène dans des super restos. Alors là, je suis la princesse totale. Donc il m'achète des fringues, des chaussures. Je me demande pas d'où vient cet argent puisqu'il gagne 10 000 € par mois. Puis après, on part un peu partout, on a une vie vraiment rêvée en fait. On fait Noël à Bucarest, il m'emmène à New York, il m'emmène à Montréal, on se loue des super villas, enfin c'est juste génial quoi. En fait, je suis donc maman d'une petite fille de 3 ans et demi et que j'ai eue avec un autre homme. Ben, il est très proche aussi de ma fille, il s'en occupe beaucoup. On est vraiment une petite famille. On décide de prendre un appartement. Je lui pose pas de questions sur son travail puisqu'il m'a bien expliqué que j'avais pas à lui poser de questions sur son travail parce que c'était confidentiel. Donc il m'a même dit que ça pouvait être dangereux pour moi. En fait, lui travaille 3 jours et 3 nuits à Paris. Et le reste du temps, il est avec nous. Un homme qui part 3 nuits et 3 jours par semaine, on se pose des questions. Ça me paraît bizarre, mais j'ai confiance en lui. En fait, je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en lui. Il m'a expliqué tout. Je suis d'ailleurs la seule à qui il explique tout. 5 ans après notre rencontre, j'accouche d'une petite fille.
C'est super, mais j'ai pas à 100% mon amoureux en fait. Il continue toujours à partir 3 jours et 3 nuits par semaine, donc je lui ai dit que c'est plus possible, que c'est pas la vie qu'on s'était donnée, donc je lui mets la pression et il me dit qu'en septembre, il arrête et il est à 100% à la maison, donc pour moi c'est juste le bonheur. En fait, ça a été un cauchemar. Il a commencé à être agressif, à me regarder méchamment. Mes amis m'ont dit « mais Aurélie, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus toi-même, il faut que tu fasses quelque chose. » Enfin, là, ça ne va pas. Et donc, du coup, j'ai décidé d'appeler son frère. Son frère que j'avais jamais eu en 9 ans. Je ne suis pas consciente que cet appel va changer ma vie. Quand je l'appelle, son frère, je lui dis « Ben va pas bien ». Donc, je lui dis, parce que moi, je sais de Ben. Donc je lui explique qu'il est juriste fiscaliste. Et là, son frère ne parle plus et me dit « mais non, pour moi, il est marchand d'art ». Je lui dis qu'il a fait 10 ans d'études. Je lui dis qu'il est parti à Montréal. Il me dit « mais non, Aurélie, c'est pas possible. Il a vécu avec moi toutes ces années d'études ». Bon, bien sûr, j'attends quand même de le voir parce que je me dis, ne t'enflamme pas non plus. Et je lui dis, je sais ce que t'as. Et il me dit, tu sais quoi? Et je lui dis, tu as fait de la prostitution. La nuit, autant d'argent, ça a matché. Pour moi, c'est ça en fait qui a fait que j'ai compris. À part tuer et faire de la prostitution, moi je vois pas. Donc, et là, il m'a dit oui. Et là, en fait, j'avais jamais eu cette sensation du sol qui s'ouvre. Il n'y a plus rien en fait en dessous, vous ne tenez plus. Je lui ai demandé pourquoi il s'était prostitué. Il m'a dit pour gagner de l'argent. Il m'a tout écrit, tout, les détails, que c'était avec des hommes, avec des femmes, avec des transsexuels. Il m'a donné des noms. L'homme avec qui j'ai vécu, c'était une prostituée et tout ce bonheur que j'ai vécu, c'est avec l'argent de la prostitution. Quand j'apprends ça, il m'a volé 9 ans de ma vie. Et là, je me pose la question, qui j'ai en face? C'est qui l'homme avec qui j'ai vécu pendant 9 ans? On fait le rapprochement avec l'histoire de Jean-Claude Roman. J'avais entendu parler, comme tout le monde, de cette histoire du médecin qui avait berné tout le monde et qui finalement avait tué sa famille. Et je passe des nuits à côté de lui, à pas dormir, à poser ma main sur lui pour qu'il croie que je l'aime encore. J'écoute les bruits des pas pour pas qu'il fasse, pour pas qu'il vienne me tuer. Donc en fait j'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai eu qu'une envie, c'était de partir, c'est de fuir, de plus le voir, plus jamais le voir. Et puis au bout d'une semaine, je me dis il faut que je le manipule à mon tour. Donc je lui dis qu'il faut que je m'éloigne de toi et toi il faut que tu te soignes. Si tu te soignes, on se remettra ensemble. Bien sûr, moi, sachant tout ce qu'il avait dit, j'avais pas envie de revenir avec lui. Et puis au bout de 15 jours, avec mon père, on arrive, on ouvre la porte de la maison, on commence à faire le tour de la maison. Et là, j'entends mon père qui me dit « Aurélie, Ben est là et il y a plein de sang. » Et là, il me dit « Il s'est tranché la gorge, il est mort. » La police arrive, le SAMU arrive. Le médecin du SAMU descend, me dit on l'a réanimé, il est revenu très très vite à lui, mais il est sorti de l'hôpital au bout d'une demi-heure. Donc il n'avait pas perdu de sang. Lui, qui ne voulait pas du tout se trancher la gorge, enfin pas mourir en tout cas, s'est ouvert avec des scalpels parce que ça se recoue très bien. Il les a fait dans le pli du cou. Donc ça se voit pas, à moins de tirer son cou, personne ne voit qu'il est blessé. Au bout de 10 jours, j'ai eu un appel, ça sera le dernier appel que j'ai eu. Et je dis, mais je sais bien que c'est faux, je sais bien que tu as mis du faux sang. Et là, il m'a simplement dit, tu n'arriveras jamais à le prouver. Et il est resté là-dessus et m'a raccroché au nez. Pour moi, la raison de ce geste, c'est pour me faire encore plus de mal. Toi, t'es parti, toi, tu m'as laissé, et ben voilà ce que je te fais, je te mets face à du sang.
que je déteste. C'est encore de la manipulation et jusqu'au bout, il m'aura manipulée. Alors c'est un mythomane, mais c'est surtout un sociopathe. Être sociopathe, c'est comme le psychopathe, mais c'est pire parce que il maîtrise totalement. Ils maîtrisent totalement ce qu'ils font. Le psychopathe va partir dans des délires. Lui, il maîtrise ses délires. En fait, je ne l'ai jamais revu. J'ai saisi le juge pour avoir une ordonnance de protection, ce que j'ai obtenu pour ma fille, pour moi, pour mes parents. Il n'a même plus le droit d'aller dans le centre-ville de notre ville, hein, donc on a demandé à ce qu'il ait un bracelet électronique, qu'il ait une analyse psychiatrique, sauf que il n'est pas venu à l'audience. Il n'y a même pas eu un avocat pour le représenter. Donc forcément, on ne sait pas ce qu'il devient. Il a donné aucune adresse. J'ai jamais eu honte de cette histoire. Je suis victime en fait. Il m'a manipulée. Si j'avais su ça, bien sûr que je n'aurais jamais été avec lui, je l'aurais jamais aimé comme je l'ai aimé. Je suis quelqu'un de très positive. Je suis pas quelqu'un qui m'apitoie, jamais. Donc j'avance. Aujourd'hui, ce que j'en retire de cette histoire, c'est ma petite fille qui est juste géniale. Et ça, c'est un grand bonheur. Il ne m'a pas laissé simplement avec une histoire qui s'évanouit. Il y a une petite fille qui vit et qui est juste extraordinaire. Et je l'ai à 100% pour moi. Donc c'est génial.